Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Il y a un commentaire que je reçois presque systématiquement sous les vidéos dans lesquelles je parle de l'islamophobie, de la situation difficile des musulmans en France ou dans le monde occidental en général. Et c'est quoi ce commentaire? C'est le commentaire qui dit en gros, tout ça c'est parce qu'on n'est pas unis. Hein. Il y a la désunion dans les rangs des musulmans. Si on était unis, tout ça ne nous arriverait pas. Alors je comprends l'idée qu'il y a derrière ce type de commentaire, mais je pense qu'il pose problème et c'est de ça dont je veux vous parler dans cette vidéo. Alors première chose, je pense que le commentaire « on devrait être unis » prend le problème un petit peu à l'envers. Vous connaissez sans doute le dicton qui dit « avec des si, on mettrait Paris en bouteille ». Avec des si on était unis, on parviendrait à faire telle ou telle chose, on ne fait pas vraiment avancer la situation. De la même façon que si je disais, si on avait un califat musulman et une armée et des universités brillantes et une économie florissante, etc., alors la communauté musulmane ne vivrait pas ce qu'elle vit aujourd'hui. Alors je caricature peut-être un petit peu le propos, mais je pense qu'il y a un vrai problème fondamental dans ce vœu pieux, un petit peu de dire si on était unis, tout simplement parce que l'union n'est pas le résultat d'un souhait. L'union ne vient pas du fait que l'on a convaincu toute la communauté que si on était unis, on parviendrait à accomplir de grandes choses parce que cela, tout le monde est convaincu de cela. Tous les interlocuteurs de bonne foi, tous les interlocuteurs honnêtes, et en principe, on veut travailler avec des gens qui sont honnêtes et de bonne foi, tous sont d'accord que si on était unis, on parviendrait à faire de grandes choses. Alors pourquoi ça ne marche pas? Déjà pour une raison simple, imaginez qu'on prenne la personne qui tapote sur son clavier si on était unis, on parviendrait à faire de grandes choses. Et imaginez qu'on soumette à cette personne un projet, une vision, et que cette personne n'est pas d'accord avec ce projet ou cette vision pour la communauté musulmane en France ou dans le monde occidental. Cette personne, qui pourtant prétend qu'il faut s'unir, n'accepterait pas de rejoindre ce projet. Et donc, en fait, la personne qui prétend qu'il faut s'unir, elle-même serait un acteur de désunion. Tout simplement parce que ça fait partie de la nature humaine que d'avoir des perspectives différentes sur le monde, sur la vie. Et ça n'implique pas forcément d'être quelqu'un qui sabote les efforts de la communauté musulmane. C'est juste qu'il faut prendre en considération le fait que nous n'ayons pas la même vision des choses. Et l'autre souci avec il faudrait qu'on soit unis, c'est le fait que les processus d'union sont justement paradoxalement très conflictuels. On s'unit rarement parce qu'on a convaincu les autres des bienfaits de l'union, mais on s'unit parce que généralement il y a un camp, un courant, une vision qui a réussi à s'imposer parmi d'autres de plein de manières différentes, en s'accaparant des ressources qui sont importantes, en engrangeant des victoires qui sont convaincantes. Bref, il y a derrière le processus d'union, finalement, quelque chose qui relève de la lutte politique. Le camp qui réussit à unir les autres va devoir passer par une phase où il va s'affirmer face aux autres et éventuellement écarter certains camps, écarter certaines visions dans un processus qui peut être très conflictuel. Donc l'union, même si le terme laisse entendre qu'on se met d'accord avec bienveillance et gentillesse, c'est en fait un processus qui peut être très violent, pas nécessairement par les armes évidemment, mais peut être très violent parce qu'il nécessite des luttes intestines qui sont presque incontournables. Un exemple que je pourrais citer pour vous faire comprendre un petit peu ce que je veux dire, c'est le mouvement ouvrier au début du 19e siècle. À ce moment-là, il n'est pas encore vraiment constitué, les différentes visions, les différents courants s'opposent et du coup sont désunis face aux grands patrons, face aux capitalistes. Et un certain Marx et un certain Engels vont publier des textes. Premièrement, un texte qu'on appelle la profession de foi, ensuite qui va devenir le manifeste du Parti communiste, dans lesquels ils vont établir un projet, un constat, une direction à prendre qui va s'opposer frontalement à d'autres visions qui vont qualifier péjorativement de socialistes utopiques pour faire prévaloir leur projet qu'ils qualifient de socialisme scientifique. Finalement, c'est leur camp qui va gagner après quelques décennies, mais ça s'est fait au prix de luttes intestines parfois très violentes. On a dans l'international communiste des prises de parole qui sont frontales, qui sont en désaccord complet. Mais ce processus est tout à fait naturel. Et si je prends l'exemple ici du socialisme, j'aurais pu prendre énormément d'autres cas, et même des cas historiques liés à notre histoire de la civilisation islamique. Et ce, dès les débuts, dès les décennies qui ont suivi la mort de notre noble envoyé Mohammed alayhi salatu wassalam.
Et ce que je dis sur le mouvement ouvrier, sur la façon dont Marx et ensuite les marxistes ont réussi à imposer leur courant idéologique sur les autres et à imposer une espèce de front uni communiste, montre un deuxième problème dans ceux qui disent il suffirait d'être unis ou ce qui nous arrive parce qu'on est désunis. Le deuxième problème, c'est quoi? C'est que proclamer qu'ensemble, on est plus fort, en fait, c'est une phrase qui veut tout dire et rien dire. Pour être ensemble, il faut partager quelques éléments communs qui sont importants. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, évidemment, mais s'il y a des désaccords sur des points fondamentaux, alors aucune union n'est envisageable. Par exemple, premier élément sur lequel il faut être à un minimum d'accord, c'est le constat, c'est-à-dire constater le problème. Quelle est la nature du problème? Est-ce qu'il y a véritablement un problème? Si je prends, je ne sais pas moi, un grand imam de Bordeaux, je parle évidemment de Tarek Oubrou. Selon Tarek Oubrou, le problème du rejet de l'islam par les institutions et par une partie de la population française, qui se traduit par le vote notamment des partis anti-musulmans, ça vient en grande partie des musulmans eux-mêmes, qui affichent trop ostentatoirement leur religion, les hommes avec, je sais pas moi, le port de la barbe, les femmes avec leur jibab et leur hijab, les revendications du halal dans les cantines, etc. Tout ça, ça peut expliquer le retour de bâton de la société française. Et donc la solution pour lui, c'est d'être plus discret. On pourrait dire de manière un peu caricaturale, il faut raser les murs. Et donc vous voyez que là, à la fois le constat et la solution de Tarek Oubrou sont de nature à crisper la plupart des autres musulmans qui ne seront pas d'accord. Donc quelle union pourrait-on envisager entre par exemple un Tarek Oubrou et des musulmans qui sont adhérents au CCIF, CCIE? Donc il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut être d'accord, sur le constat, le problème existe-t-il et de quelle nature il est. Ensuite, il faut faire un constat également des forces en présence, c'est-à-dire notre adversaire. Qui est-il? Quel est-il? Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Et nous, comme musulmans, qui sommes-nous? Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Et enfin, un troisième élément, et sans doute le plus important, c'est le projet, la direction à prendre. Et en fait, la réponse à une question fondamentale qui va vous paraître peut-être un peu naïve, mais que je vais expliquer. Cette question, c'est quelle est notre utopie? Alors, comprenez bien, et si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, je ne suis pas pour une démarche utopique, idéaliste, au contraire, plutôt pour une démarche pragmatique et concrète. Mais la question de quelle est votre utopie, c'est une question qui vise à avoir au minimum une certaine idée de la direction que l'on veut prendre et de la destination que l'on voudrait atteindre, même s'il est bien entendu que sur cette terre, il est impossible d'atteindre une situation idéale, utopique. Posez-vous la question, c'est une question importante. Toi qui regardes cette vidéo, quelle est ton utopie? Traduite dans le sujet d'aujourd'hui qui est la communauté musulmane et les enjeux de l'union, la question donnerait la chose suivante. Quelle situation en France, quelle situation politique, sociale, culturelle serait l'horizon utopique tel que si on l'atteignait, on pourrait se dire, voilà, on a fait le job, on a atteint la situation qui est optimale, idéale. Et ça, c'est très important parce que s'il y a des divergences profondes sur cette utopie, eh bien, il est difficile d'envisager une union. Là aussi, j'ai un exemple historique à donner, c'est celui de Malcolm X et de Martin Luther King. Alors, vous savez qu'ils avaient des oppositions. Ils avaient des oppositions sur la stratégie amenée déjà. Donc, un Martin Luther King avait plutôt une vision pacifiste de l'action politique, là où un Malcolm X avait son slogan « By any means necessary », c'est-à-dire par tous les moyens nécessaires, sous-entendus, et les moyens violents quand on est confronté à la violence du système, à la violence de la police, à la violence de l'État. Vous avez ici des divergences stratégiques, mais à la rigueur, ce n'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est cette fameuse utopie. Martin Luther King, vous savez, ce discours « I have a dream », pour lui, la société utopique qu'il atteindrait, c'est une société dans laquelle on ne verrait même plus la différence entre les Noirs et les Blancs, où tout le monde serait intégré dans une communauté politique où il y a une égalité parfaite entre Blancs, Noirs, de toute religion, de toute ethnie, etc. Là où un Malcolm X avait une vision assez différente puisqu'il considérait que l'intégration n'était pas quelque chose de souhaitable. Il envisageait plutôt une société quelque part ségrégée où les Noirs auraient leur propre communauté. Alors vous imaginez bien que quand on a des utopies aussi différentes, un projet d'union est vraiment problématique. Alors ils ont été assassinés jeunes, donc on ne sait pas ce que ça aurait donné les années ultérieures, parce que, ça c'est pour la petite parenthèse, mais Martin Luther King penchait de plus en plus vers une vision politique où l'utilisation de la désobéissance civile un peu plus violente avait une place, et Malcolm X aussi avait une vision un peu moins ségrégationniste, et donc on aurait pu imaginer
une certaine convergence, mais ça montre bien le point que j'essaye de défendre, à savoir qu'une union n'est envisageable que lorsque le projet, l'utopie, est au minimum partagé. Et enfin, il y a un troisième problème pour moi avec ces commentaires du type « il suffirait de s'unir et on ferait de grandes choses ». C'est qu'on oublie qu'il y a eu des initiatives dans la communauté musulmane qui ont abouti sur certains succès. Mais dans l'idée qu'il suffirait d'être unis, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'optimisme, et c'est très noble hein, d'être optimiste, mais un optimisme qui tend vers une certaine naïveté politique. Cette naïveté politique, c'est quoi? C'est de croire que lorsqu'on est unis, on peut véritablement tout faire. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le constat du rapport de force, le constat de qui sont nos adversaires, quelles sont les forces de nos adversaires et quelles sont nos faiblesses, et qu'est-ce qui peut être fait de manière réaliste. J'évoquais les initiatives de musulmans qui ont eu un certain succès. Je pense par exemple au CCIF. Là, on a des musulmans avec un projet commun qui ont fait quand même consensus dans une large part de la communauté musulmane, avec des moyens de communication, avec des moyens financiers, avec des moyens juridiques assez conséquents. Et on a vu à quel point il a été facile pour l'État français de cibler cette association et de la dissoudre, ou en tout cas de la faire dissoudre. À force d'insister sur le fait qu'on est désunis, je pense qu'on loupe une dynamique très importante qui est la difficulté en fait de s'unir sous ce régime présidentiel extrêmement centralisé, extrêmement autoritaire qui parvient à coup de décrets administratifs à liquider des écoles, des associations, des maisons d'édition, des mosquées. Et donc oui, s'unir c'est très bien, mais ça exige aussi d'être réaliste et de comprendre que en fait l'union c'est d'abord l'aboutissement de rapports de force avec l'émergence d'un courant qui réussit à s'imposer face à d'autres, premièrement, et deuxièmement, la prise en compte du rapport de force et du fait que même en étant unis, on n'est pas garanti d'avoir des gains politiques, matériels, concrets. Donc voilà pourquoi j'ai quelques soucis avec ce concept de « il faut être unis ». Pour résumer, je pense que l'union, ce n'est pas uniquement mettre ensemble des gens. C'est avant tout un processus qui peut être quelque peu conflictuel dans lequel, en fait, il faut faire émerger un courant sur d'autres courants. Il faut également un constat partagé et une direction partagée. Et en plus de ça, tenir en compte que certes, il faut être optimiste, mais qu'il faut également tenir compte du rapport de force et tenir compte de la possibilité qu'il n'y ait pas de solution concrète matérielle. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler dans les prochaines vidéos, dans les prochaines newsletters. Abonnez-vous à la newsletter si vous voulez avoir du contenu un peu plus approfondi sur le sujet. Mais c'est donc le sujet du constat. Est-ce que la France est islamophobe? Qu'est-ce que cela veut dire si on dit que la France est islamophobe? Est-ce que c'est dans son ADN historique ou est-ce que c'est une conjoncture aujourd'hui? Certains disent que la France elle est islamophobe parce qu'elle est sioniste. Quelle est la part de vérité dans cette affirmation? Quelles sont les forces et les faiblesses de l'État, de l'Occident, de la France, du système politique et médiatique? Quelles sont les forces et les faiblesses de la communauté musulmane? Qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Qu'est-ce que ça veut dire s'unir? Qu'est-ce que ça veut dire se mobiliser? Et enfin, et peut-être surtout, quels sont les projets idéologiques? Quelles sont les utopies différentes qui sont opposées les unes aux autres? Et y a-t-il des projets idéologiques qui sont plus valables que d'autres? Sur base de quels critères? C'est de ça dont on va beaucoup parler dans les semaines qui viennent, Inch'Allah. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me suivre ici sur YouTube ou sur les autres canaux, les autres réseaux du Critérium. En tout cas, j'espère que ce genre de contenu vous stimule. N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis sur ce sujet. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.